Et salut, bonjour et bienvenue dans les news. Vous avez vu qui présente aujourd'hui avec moi? Eh bien oui, c'est Spirou. Toute l'histoire du journal Spirou est contenue dans ces coffres-forts des éditions Dupuis. Elle a commencé en 1938 lorsque le dessinateur Rob Veil crée le petit groom en uniforme rouge. Il s'appellera Spirou, un mot wallon signifiant vif et espiègle. Par exemple, ici vous avez un recueil très important qui reprend les tout premiers numéros, dont le fameux numéro 1 du 21 avril 1938. Vous voyez bientôt 70 ans, 70 ans pour les Français. 85 centimes, journal de Spirou, 8 pages, avec de la couleur, je pense, uniquement sur quelques pages. Beaucoup de rédactionnels déjà, des planches, évidemment Spirou qui commence. Alors, après la guerre, il y a un nombre impressionnant de fascicules qui tentent leur chance. Les plus tenaces d'entre eux, ce sera Tintin à Bruxelles et Spirou en Wallonie à Marcinelle. Alors, d'un côté, il y a Spirou qui avait déjà tenté une première vie juste avant la guerre, qui est né de l'impulsion de Jean Dupuis, un éditeur plein d'idées qui fait à la fois ce qui sera plus tard Télémoustique, qui fait un hebdomadaire des familles et qui a envie d'éduquer la jeunesse à travers des bandes dessinées fantaisistes et à travers son fascicule Spirou. Mais au fond, Monsieur Dupuis, une maison comme la vôtre, la plus ancienne, ou en tout cas une des plus anciennes de Wallonie, qu'est-ce que ça peut représenter au point de vue économique? Ça représente quelque chose de très appréciable. Tout d'abord, je peux vous dire combien de personnes sont occupées dans la maison et vivent de leur travail dans la maison. Au total, 750 personnes. Parmi ces 750 personnes, il y a 145 employés. Ils se répartissent entre rédacteurs, maquettistes, employés d'administration, employés commerciaux, lettreurs. Tous ces gens, ces spécialistes, sont des grands spécialistes. Et sur le plan technique, nous représentons la super qualification technique de l'imprimerie. Très rapidement, disons que le journal, ici celui de Spirou, est schtroumpfé sur une rotative couleur avant d'être schtroumpfé semi-mécaniquement par des charmantes schtroumpfettes. Dans les années 50, une équipe de dessinateurs hors pair va assurer le succès du journal. Comme toute la presse à ce moment-là, les magazines devaient acheter des séries américaines. Et juste après laquelle, justement, c'est un des moments les principaux de l'histoire de Spirou, c'est constitué une équipe autour de Joseph Girin, Maurice, Franquin. Et qui arrive dans l'équipe de Spirou? Eh bien, des dessinateurs qui ont été formés par le dessin animé. Franquin, Pape, un peu plus tard, et Maurice ont tous trois débuté dans un petit studio de bande dessinée. Simplement, la bande dessinée en Belgique dans les années 40, avec le succès de Disney, c'est absolument inviable. Et donc, Franquin et Maurice vont se tourner vers la bande dessinée, vers le dessin animé de papier. Et c'est ce qui explique le climat, l'ambiance terriblement fantaisiste des dessins du journal Spirou. C'est un dessin porté vers la caricature, vers la fantaisie, pas du tout vers le réalisme. Alors, c'est vraiment ce qui va donner la tonalité du journal Spirou. Grâce à des séries comme Lucky Luke, Boulet Bill ou Tiff et Tondu, les rotatives vont tourner à plein régime. On vend 300 000 exemplaires de Spirou chaque semaine. La concurrence avec le journal Tintin pousse tout le monde à se surpasser. Il y avait un climat d'émulation et en même temps de franche camaraderie, voire d'amitié entre ces auteurs, ce qui a créé un climat extrêmement détendu et qui a permis l'éclosion de séries humoristiques qui ne vieillissent pas. Il y a 50 ans, ces traces de pas annonçaient l'arrivée d'un des personnages les plus célèbres de la BD belge. Gaston, le gaffeur né, était créé par André Franquin pour animer les pages du magazine Spirou. Monsieur Dupuis, c'est évidemment une maison très importante que la vôtre, mais je voudrais vous demander si finalement les fameux contrats avec monsieur de Meersmaker ont été signés sans ennui. Hélas, ils n'ont pas encore été signés, parce que Gaston s'est mêlé de la chose. Il est venu mettre des bâtons dans les roues. J'ai montré le maximum de bonne volonté. Mais, pour finir, M. de Meersmaker attend toujours ses contrats. Mais donc c'est évidemment très important. Ah, ben évidemment, pour la maison, il tient énormément. Mais une signature comme ça ne se donne pas. Mais vous conservez quand même, malgré tout, un peu d'espoir. Oui, un peu Gaston comme employé. Oui, j'espère, oui. Parce qu'il nous avait écrit à la télévision pour obtenir un emploi et on ne sait pas exactement. Ah, ça. Vous savez, je ne vous conseille pas trop de le prendre trop vite à la télévision. Faites-lui faire des tests. D'accord.
Mais dans les années 70, le journal perdra de sa force. Les nouveaux auteurs ont du mal à gérer l'héritage des grands anciens. Le poids de l'héritage de ces grands anciens est beaucoup plus difficile à subir, et tous les jeunes auteurs qui arrivent au journal de Spirou sont priés de faire à la manière de. Donc on voit beaucoup de à la manière de Franquin ou à la manière de Peyo, et forcément l'originalité n'est pas forcément au rendez-vous. Le journal de Spirou est aussi en deuil. Charles Dupuy, qui était son fondateur, vient de mourir. Richard Miller salue en lui l'entrepreneur audacieux, l'animateur et le directeur artistique. Charles Dupuy aura littéralement marqué l'histoire de la BD. Il était le maître de l'école de Marcinelle. Il y avait des bons et des mauvais côtés, bien entendu, comme tout le monde, mais c'est quand même grâce à lui, je crois, que Spirou vit toujours. En tout cas, ça c'est une chose. C'est grâce à Charles Dupuy que le journal de Spirou a survécu. Aujourd'hui, Spirou Magazine est tiré à 105 000 exemplaires chaque semaine. Ce qui reste principalement aujourd'hui du magazine Spirou, c'est l'esprit. C'est un esprit impertinent. Ce qui a changé, c'est un peu la forme. Mais ce qui en même temps est également resté, c'est son rôle de laboratoire, de recherche. Il est vraiment c'est un élément fondamental dans notre recherche éditoriale. L'équipe de Spirou Hebdo est composée d'une dizaine de personnes, allant du rédacteur en chef au correcteur, en passant par les secrétaires, mais il y a surtout une cinquantaine d'auteurs réguliers et plusieurs centaines d'occasionnels. Spirou recrute. Cette simple pancarte à la porte d'un bistrot attire tous les jeunes dessinateurs du festival. Ils sont venus à Angoulême pour décrocher un contrat. Ils tentent leur chance auprès d'un des derniers grands magazines BD. La plupart du temps, on travaille un peu tout seul chez nous ou en atelier, mais on ne sait jamais ce que ça va donner, quoi. C'est toujours un peu flippant de montrer son travail. Il se met un peu à nu, quoi. Il n'empêche, 3500 numéros après sa création, Spirou reste un laboratoire de jeunes talents. Une exception dans le monde de la bande dessinée. Il leur donne le droit à l'erreur. On ne peut pas du jour au lendemain être bon. On ne peut pas, en travaillant chez soi tout seul, être conscient du résultat que ça donnera une fois imprimé. Donc Spirou le permet d'être imprimé, de voir ce qui ne fonctionne pas et par la suite d'évoluer. Aujourd'hui, le magazine ne tire plus qu'à 100 000 exemplaires, mais son site internet attire 200 000 visiteurs par mois. Spirou s'est adapté à la concurrence des autres loisirs. C'est la seule solution pour être encore lu. Conclusion de tout ce que nous avons vu. Conclusion de cette séquence. 2 minutes, s'il vous plaît. Vous permettez ?